Les ingénieurs sont les magiciens qui bâtissent notre monde et façonnent notre quotidien. 15, 14. Des avancées extraordinaires ont changé le cours de l'histoire et nous ont menés au-delà des rêves les plus fous de nos ancêtres. Et décollage. Mais derrière chaque nouvelle frontière se cachent des risques inconnus, auxquels notre ambition se heurte avec fracas. Notre soif de l'impossible peut compromettre des réputations, engloutir des fortunes, détruire l'environnement et faucher des vies. Mais les tragédies sont aussi porteuses d'espoir, car elles poussent les ingénieurs à progresser et à s'adapter. Verrouillez les portes. Quelles leçons pouvons-nous tirer de ces erreurs pour le prochain grand pas de l'humanité ? L'un des exploits les plus époustouflants de notre monde moderne est la fréquence à laquelle les avions décollent et atterrissent en toute sécurité. On compte chaque année près de 70 millions de vols transportant plus de 8 milliards de passagers. Nous avons choisi d'aller sur la Lune au cours de cette décennie. En 1973, la domestication du ciel franchit une nouvelle étape. La NASA, qui nourrit l'ambition de rendre l'espace habitable, lance Skylab, la toute première station spatiale des États-Unis. Nous voulons découvrir les capacités de survie de l'homme dans l'espace sur une longue période. Avec Skylab, pour la première fois, c'est le chemin qui devient la destination. À cause de problèmes techniques le jour du lancement, la station spatiale alors en orbite fait face à un problème électrique et les déconvenues s'enchaînent, jusqu'à sa désintégration spectaculaire et inattendue en juillet 1979. 36 ans plus tard, la disparition du vol 447 deviendra tout aussi tristement célèbre. À l'époque, aucun avion à réaction de l'histoire ne s'était évaporé dans la nature de la sorte. Le dernier contact radio avec l'avion a eu lieu 3h30 après le décollage. Sans appel à l'aide, sans témoin ni survivant et sans la moindre trace sur les radars, les autorités mettront 2 ans pour retrouver les boîtes noires de l'avion. L'explication du crash se trouve à l'intérieur de ces boîtes noires qui reposent à 6000 mètres sous l'eau. Comment expliquer que les plans de la NASA n'aient pas anticipé l'échec catastrophique lors du lancement de la station spatiale ? Et comment un avion de ligne a pu disparaître sans laisser aucune trace, malgré les nombreux dispositifs en place ? C'est probablement la pire catastrophe aérienne de la décennie. L'avion fonçait vers l'Atlantique à une vitesse d'environ 3000 mètres minute. Le 17 décembre 1903, Orville et Wilbur Wright réalisent les 4 tout premiers vols contrôlés d'avions à moteur. Ce jour-là, ils propulsent le monde dans une nouvelle ère. L'aviation a démarré entre la fin des années 20 et le début des années 30. De nombreux vols commerciaux étaient assurés par Airmail, qui s'est ensuite mise à transporter des passagers. Il faut attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour observer des changements plus conséquents, avec l'introduction d'avions à réaction qui volent plus haut et plus vite. Dans les années 70, avec l'introduction du 747, l'avion devient enfin un mode de transport accessible à tous. Avant ça, voyager en avion était l'apanage des riches. Aujourd'hui, le marché des gros porteurs est dominé par 2 acteurs, Boeing aux États-Unis et Airbus en Europe. En 1989, Airbus devient le fournisseur de gros porteurs numéro 1 et dépasse Boeing avec 52% des commandes. En 1984, Airbus introduit les commandes de vol électrique, une nouvelle technologie de pilotage. Avec les commandes de vol électrique, les commandes de l'avion ne sont plus directement liées à ce qu'on appelle les surfaces, à savoir les gouvernes de profondeur, de tangage, de roulis et de direction. Avant le passage à l'électrique, les commandes étaient connectées de façon mécanique, à l'aide de câbles et de tiges poussoirs. Dans la configuration traditionnelle, toujours en vigueur chez Boeing, les manches utilisées par chacun des pilotes pour contrôler l'avion sont connectées. Quand un pilote tire le manche vers l'arrière, le manche du deuxième pilote bouge également.
Sauf qu'avec les commandes de vol électronique, tout est électronique. Il s'agit du premier avion à réaction piloté par ordinateur. Le pilote contrôle toujours l'avion en abaissant ou en relevant les volets, par exemple, mais par l'intermédiaire d'un ordinateur contrôlé par le mini-manche. Les commandes de vol électriques sont un gage de sécurité pour les passagers. En cas de décrochage, ou si l'avion entre dans un domaine de vol dangereux, une alarme se déclenche, ainsi qu'un rétablissement automatique. Le dispositif de commande de vol électrique d'Airbus possède 3 modes différents. Le premier mode, dit loi normale, permet à l'ordinateur de protéger automatiquement l'avion de situations dangereuses, comme par exemple lors d'une montée trop raide ou trop rapide, d'une manœuvre brusque ou d'une vitesse insuffisante. En cas de panne de l'un des équipements de l'avion, l'ordinateur prévoit 2 autres modes dits alternatifs qui s'activent automatiquement si nécessaire. Si les 2 modes alternatifs sont activés, les protections informatiques disparaissent et le pilote doit manœuvrer l'avion sans assistance. Les pilotes doivent donc être formés pour adapter leur pilotage en fonction de chaque mode. Le décrochage ou la perte de tangage requérant des actions totalement différentes si l'on est en mode normal ou en mode alternatif. Un des enjeux majeurs lorsqu'on passe à des dispositifs automatiques est la gestion des situations d'urgence. Le pilote doit réagir très rapidement et passer d'une configuration où il ne fait pas grand-chose à une prise de contrôle totale de la situation. Je me méfie d'un dispositif qui repose entièrement sur un logiciel et qui mènera au crash de l'avion en cas de panne du logiciel. Le 31 mai 2009, le vol Air France 447 de l'Airbus A330 décolle pour le Rio-Paris. À bord, 3 pilotes, 12 membres d'équipage et 216 passagers. L'équipage comprenait 3 pilotes pour un vol qui devait durer plus de 12 heures. Les pilotes se relayaient en salle de repos pour ne pas avoir à piloter trop longtemps d'affilée. Les pilotes à bord du vol 447 étaient le commandant de bord Marc Dubois et les copilotes David Robert et Pierre-Cédric Bonin. Le copilote David Robert a pris sa pause le premier et est retourné dans le cockpit 2 heures après le début du vol. Le commandant Marc Dubois a pris sa pause à son tour, laissant les commandes de l'avion à Pierre-Cédric Bonin, le copilote le moins expérimenté. Il va y avoir des turbulences quand je pars en pause. L'Airbus volait depuis environ 3 heures quand il est entré dans la zone de convergence intertropicale où la météo était très agitée. Oui, Marilyn, c'est Pierre, depuis le cockpit. Écoutez, dans 2 minutes, on entre dans une zone où ça va bouger un peu plus que maintenant. Tenez-vous prêts. On s'assoit ? C'est pas une mauvaise idée. Le pilote a légèrement modifié la trajectoire, ce qui n'est pas suffisant, et l'avion se dirige droit dans la tempête. Ils entendent de la pluie contre le pare-brise, ce qui est extrêmement inhabituel à cette altitude. Le pilotage automatique de l'Airbus A330 se désengage et les commandes de l'avion reviennent entièrement aux copilotes David Robert et Pierre-Cédric Bonin. J'ai les commandes. Ok. Fais attention à ta vitesse. Attention à ta vitesse. Les 2 copilotes étaient très perturbés. Descends. Apparemment, on monte. Donc descends. Le jeune copilote, Pierre-Cédric Bonin, a tiré sur son manche et l'avion a accéléré sur plusieurs milliers de mètres avant de décrocher. Les moteurs fonctionnent toujours. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas ce qui se passe. Merde, il est où? À plusieurs reprises, le copilote rappelle le commandant de bord de la cabine de repos sans réponse. À ce stade, l'avion plongeait vers l'Atlantique à une vitesse de 3000 mètres minute. Le commandant est alors retourné dans le cockpit. Qu'est-ce que vous faites? On a perdu le contrôle de l'avion. On a totalement perdu le contrôle de l'avion. On comprend rien, on a tout essayé. Le commandant arrive et voit que l'avion tombe à pic, mais l'altitude n'a pas bougé, et ça n'a pas de sens. Comment un avion braqué vers le haut à pleine puissance peut-il continuer de plonger?
Tu en penses quoi? On fait quoi? C'est impossible. Bonin continue de tirer sur le manche. L'avion approche dangereusement les 3000 mètres d'altitude et Robert tente de reprendre les commandes et pousse le manche. Le jeune copilote continuait à cabrer son manche. Les données indiquent qu'ils sont descendus à une altitude de 3000 mètres. Ils se demandent comment c'est possible. Remonte, remonte. Je cabre à fond depuis tout à l'heure. Non, non, ne remonte pas. On va taper, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Bonin continue de tirer sur le manche. Et malgré les efforts de dernière minute de Robert pour redresser l'avion et arrêter le décrochage, l'avion dégringole de plus de 3000 mètres par minute avant de se cracher dans l'océan Atlantique à 190 km/h. Entre le moment où l'autopilote se désengage et l'impact dans l'eau, il se passe moins de 4 minutes 30. C'est très rapide. Le vol AF447 qui transportait 228 hommes, femmes et enfants, dont un bébé a disparu. Il n'y a pour l'instant aucune trace de l'appareil ni des débris. Le vol AF447 a quitté Rio de Janeiro hier soir pour Paris, à capacité maximale. Le dernier contact radio avec l'avion a eu lieu 3h30 après le décollage. Il a quitté le Brésil, il n'est pas arrivé à Paris, il est quelque part à mi-chemin. L'Airbus A330 a envoyé un message automatique tôt hier matin pour signaler une panne électrique. 228 passagers et membres de l'équipage étaient à bord de l'avion. On connaît l'heure d'envoi de ces messages. Donc, on peut estimer la localisation approximative de l'avion. D'entrer dans une zone orageuse, avec forte perturbation, ce qui a provoqué des dysfonctionnements d'un certain nombre d'appareils. Je leur ai dit la vérité, c'est-à-dire que les perspectives de retrouver des survivants sont très faibles. Les enfants sont abattus. Il n'accompagnera pas sa fille à l'hôtel. Et il laisse un immense vide dans notre vie. Tout est parti en miettes, tout ce qu'on avait. Très rapidement, l'attention se tourne vers l'enquête autour de l'une des catastrophes aériennes les plus épineuses de l'histoire de l'aviation moderne. La France et le Brésil déploient des équipes de recherche et de sauvetage le 1er juin 2009 à la recherche des débris. Ils ont cherché au moins 5 jours avant de retrouver des débris flottants dans la zone. Les recherches se concentrent ensuite plus spécifiquement sur les 2 boîtes noires de l'avion. Un bateau de recherche français inspecte la zone. À bord, 2 mini-sous-marins qui s'apprêtent à passer les profondeurs de l'Atlantique au peigne fin pour mettre la main sur les boîtes noires. Elles pourraient contenir des informations cruciales sur les raisons du crash du vol 447. Pour les enquêteurs, le plus frustrant est de savoir que l'explication du crash se trouve à l'intérieur de ces boîtes noires qui reposent à 6000 mètres sous l'eau et que cette lueur d'espoir peut s'évanouir en quelques jours. Je suis certain que les boîtes noires ont résisté à l'impact. En revanche, on ne sait pas si on va réussir à les retrouver. Si elles ont été abîmées dans l'accident ou si elles contiennent ou non des informations utiles. Il y a 2 boîtes noires. L'une enregistre les voix dans le cockpit à travers divers canaux. Un micro est placé juste devant les pilotes et toute communication à bord de l'avion est enregistrée. L'autre boîte noire est un enregistreur de vol numérique qui mémorise plus de 1000 paramètres. Les données relatives au moteur, à la position des gouvernes, à la vitesse propre, à l'altitude ou encore à la vitesse verticale peuvent toutes être reconstruites et modélisées sous forme d'animation. Il a fallu plusieurs fouilles sous-marines pendant 2 ans pour retrouver ces boîtes noires. Après analyse des données, le déroulé de l'accident est devenu beaucoup plus clair. En juin 2011, 2 ans après le crash, les boîtes noires, l'épave de l'avion et 154 corps ont été retrouvés lors d'une opération chiffrée à 30 millions de dollars. 74 corps n'ont jamais été retrouvés. Le rapport officiel a conclu que l'une des causes de la catastrophe était les indications erronées des capteurs de vitesse de l'air, probablement causées par le givrage des sondes Pitot de l'Airbus A330.
La sonde Pitot est un outil merveilleux utilisé depuis des centaines d'années. C'est un tube en L, avec 2 branches. Le côté court du L est dirigé vers l'arrivée d'air, tandis que la partie longue s'encastre généralement dans l'avion. Cet outil permet de mesurer la vitesse de l'air en évaluant la différence de pression entre le trou situé à l'extrémité de l'objet et les trous situés sur le corps de l'objet et positionnés de façon latérale et perpendiculaire à la direction des fluides. Dans l'affaire du vol 447, certains trous ont été bouchés par de la glace, entraînant des mesures de vitesse erronées. Les sondes Pitot sont assez délicates. Elles doivent être chauffées pour éviter le gel, car de toute évidence, il fait très froid aux altitudes où volent les avions. Si vous traversez un nuage composé de petits cristaux de glace, certains cristaux risquent de pénétrer les sondes Pitot. Et il faudra attendre que le système de chauffage des tubes fasse fondre les cristaux de glace. Pendant 1 ou 2 minutes, vous pouvez recevoir des informations de vitesse erronées. Tout le système de pilotage automatique, avec le pilote automatique, le contrôle de la poussée et les données de vol, repose sur la cohérence entre toutes ces sources de données. Si le pilotage automatique reçoit des données contradictoires, il ne peut plus contrôler l'avion et il passe la main au pilote. Les alarmes se déclenchent, le contrôle de la poussée s'éteint, les données de vol s'éteignent et le pilote automatique s'éteint. Les pilotes doivent maintenant contrôler l'avion et c'est là que les choses se corsent. Une partie de l'accident est due au fait que les 2 pilotes ont dû gérer l'effet de surprise. Quand les outils de mesure de la vitesse sont tombés en panne, les pilotes ont sûrement été bombardés d'alarmes diverses. Des lumières se sont mises à clignoter et il y a certainement eu beaucoup d'informations à assimiler rapidement. Ils étaient sûrement sous le choc. Cet effet de surprise pousse le copilote Pierre-Cédric Bonin, qui a pris le contrôle de l'avion, à tirer son manche vers lui et à ainsi faire grimper l'avion jusqu'à son altitude maximale de 11 000 mètres. En continuant de cabrer, il provoque le décrochage de l'appareil. Lorsque le nez de l'avion est trop relevé, généralement au-dessus de l'horizon, l'angle d'attaque, qui correspond à l'angle entre l'aile et les flux d'air arrivant, augmente. Quand cet angle dépasse 15 degrés, l'air se sépare de l'aile et le vent n'exerce plus son effet de portance. L'aile se retrouve alors dans ce qu'on appelle une position de décrochage. La portance est trop faible pour soutenir l'avion et l'appareil se met alors à descendre. L'Airbus possède des paramètres préconfigurés au sein de son système de commande, destinés à empêcher le décrochage. Le copilote, le plus jeune, devait savoir qu'en tirant sur le manche lorsque les commandes sont en mode loi normale, le système informatique de l'avion empêchera que la tête de l'avion ne se relève jusqu'au décrochage. Comme les sondes Pitot ont gelé, l'ordinateur de l'avion n'était plus en mode normal, mais en mode dit alternatif. Cela signifie que de nombreuses protections informatiques étaient levées. Le pilote risquait donc de faire décrocher l'avion, et c'est ce qu'il a fait. Si le pilote n'avait pas touché aux commandes de vol, l'avion aurait certainement continué son vol sans trop d'encombre. Le BEA, le Bureau français d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile, a enquêté sur l'accident et a formulé une série de recommandations, dont le fait d'améliorer la formation des pilotes face à ce type d'incident. Lorsque le domaine de vol est très limité, comme dans notre cas, il est important que les pilotes sachent comment réagir dans l'éventualité assez rare que le pilotage automatique se désengage en haute altitude. La sensibilisation des membres de l'équipage a énormément évolué. On doit mémoriser le tangage et la puissance normale. Il y a même des formations d'équipe et de rétablissement de l'appareil pour reconnaître et corriger les écarts de tout type. L'un des défauts du système de commande de vol électrique, c'est qu'il a réduit les capacités de commande élémentaires des pilotes. On partait du principe que l'avion allait empêcher le pilote de faire de mauvaises manipulations de commande.
Après l'accident du vol 447, ce problème a éclaté au grand jour et on a mis l'accent sur la formation aux imprévus, qui consiste à reconnaître et à gérer un événement inhabituel. Il fallait identifier le problème et être capable de le régler en pilotant manuellement l'avion. Désormais, on s'entraîne en haute altitude et on voit à quel point ça change la donne. Avant cet accident, Airbus avait eu connaissance de plusieurs incidents non mortels dus au givrage temporaire des sondes Pitot. En 2009, l'entreprise avait commencé à remplacer ces sondes avec un nouveau modèle. Cependant, l'Airbus A330 du vol 447 n'avait pas reçu ce nouvel équipement avant sa disparition tragique. L'aviation est fiable. Elle est incroyablement fiable pour la simple et bonne raison que beaucoup de personnes prennent l'aviation très au sérieux et travaillent d'arrache-pied chaque jour pour assurer sa sécurité. Les avions ne sont pas en eux-mêmes garants de la sécurité, c'est nous qui l'assurons. Et c'est pour ça qu'il s'agit du mode de transport le plus fiable sur Terre. Airbus avait conçu ces systèmes de commande automatique pour supprimer les risques liés aux erreurs des pilotes. Mais cette priorité accordée à la sécurité n'a pas suffi à compenser l'erreur humaine. L'analyse de scénarios catastrophes et une formation des pilotes adaptés sont essentielles pour que chaque passager rejoigne sa destination, même lorsque la technologie fait défaut. Ce sens du détail est d'autant plus important lorsque la destination en question se trouve dans l'espace. Au début des années 1970, le rêve américain futuriste d'une station spatiale habitable devient rapidement réalité. Mais les ingénieurs sont tellement concentrés sur les performances de la station une fois dans l'espace qu'ils négligent la question de la résistance de l'appareil lors du lancement initial. L'année géophysique internationale proclamée par tous les pays du monde constate que les États-Unis sont les tristes spectateurs du lancement par la Russie d'un satellite nommé Sputnik. Pour ce qui est de l'espace, la Russie est devant nous. Nous courons aussi vite que possible, mais l'écart reste conséquent. Le futur nous dira si nous parvenons à le combler. Nous avons choisi d'aller sur la Lune au cours de cette décennie et d'accomplir d'autres choses encore. Non pas parce que c'est facile, mais justement parce que c'est difficile. C'est le défi que nous sommes prêts à relever, celui que nous refusons de remettre à plus tard, celui que nous avons la ferme intention de remporter. Un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité. Les Américains n'ont jamais été aussi fiers de leur vie. L'engin spatial le plus puissant que l'homme ait jamais lancé. Il attend sur sa rampe de lancement au Cap Kennedy. Avec ce vol quasi parfait, le programme prend de l'avance sur son planning. Il est assez clair qu'après les atterrissages sur la Lune, l'appétit national était tel qu'on devait continuer sur cette lancée en se rapprochant de la Terre. C'est Wernher von Braun qui a eu l'idée le premier. On était allé sur la Lune, quelle serait la prochaine étape? Il fallait une station spatiale. On avait besoin d'approfondir nos connaissances sur la vie et le travail dans l'espace sur le temps long, parce qu'on voulait aller sur Mars. Une grande portion de notre temps, je dirais plus de 50% à l'heure actuelle, est directement consacrée au développement des vols dans l'espace. Wernher von Braun a déclaré « Nous devons vivre dans l'espace et comprendre quelles en sont les répercussions sur le corps humain ». Nous pouvons élaborer un programme complet qui mettra l'accent sur la fiabilité et la mise à l'épreuve des composants, ainsi que tous les autres points qu'on ne pouvait pas financer jusqu'ici. Skylab sera la première station spatiale des États-Unis. Elle sera là-haut pendant environ 8 mois et on va la visiter 3 fois pendant ces 8 mois. Et on va découvrir énormément de choses sur la vie et les activités à bord d'une station spatiale. Skylab est arrivé pile entre la fin du programme Apollo, qui est l'une des plus grandes réussites spatiales de l'histoire des États-Unis, et même du monde, et le programme consacré à la station spatiale et à la navette spatiale, dont l'objectif était de transformer l'espace en un lieu d'activité commerciale régulière. La présidence de Johnson touchait à son terme et celle de Nixon débutait. La question était de savoir vers quoi rediriger la NASA.
le président Johnson a progressivement réduit les financements du lanceur spatial Saturn, détruisant ainsi les rêves d'une nouvelle mission Apollo. Dans le plan initial, Skylab devait faire partie de ce que l'on appelait le programme des applications Apollo, qui était une série de nombreuses missions en continu qui exploitaient tous les équipements du programme Apollo. Skylab a été construit à partir des restes du programme Apollo. Skylab constituait la partie supérieure du lanceur. Imaginez une fusée. La fusée Saturn V est une série de cylindres empilés les uns sur les autres, au diamètre décroissant à mesure que vous montiez dans l'appareil. Skylab correspondait à la partie du haut, juste en dessous de la coiffe de la fusée. Skylab comprend 2 équipements déterminants pour survivre dans l'environnement hostile de l'espace. Premièrement, un bouclier antimicrométéorite chargé de protéger le laboratoire principal de la chaleur du Soleil, tout en faisant bouclier à tous les débris volants. Ensuite, 2 panneaux solaires qui captent la chaleur du Soleil et la transforment en électricité pour toute la station spatiale. Ils ont lancé 3 fusées Saturn 1B, comprenant des astronautes sur Skylab pour le piloter et passer quelques mois dans la station spatiale. Ça a coûté environ 2,5 milliards de dollars, en dollars actuels. Tout ce qu'on avait fait avant Skylab, que ce soit Mercury, Gemini ou Apollo, avait une destination pour objectif. On n'allait pas dans l'espace, on voyageait dans l'espace. Avec Skylab, pour la première fois, c'est le chemin qui devient la destination. Ils planifiaient des missions à 3 astronautes avec une large gamme d'activités scientifiques. Ils s'intéressaient à la physiologie humaine et aux réactions du corps humain quand ils séjournent longtemps dans l'espace. Pour aller sur Mars, il faudrait 9 mois de vol dans l'espace interplanétaire. Ils voulaient d'abord envoyer des gens sur Skylab pour qu'ils vivent quelques mois dans l'espace. Pas quelques jours, quelques mois. À peu près au moment du lancement de Skylab, ils ont préparé une fusée Apollo 1B, un peu plus petite, sur la plateforme de lancement adjacente, pour que rapidement, dès que la station spatiale aurait déployé automatiquement ses panneaux solaires et son télescope, et aurait rempli tous les critères pour être habitable, les astronautes de l'Apollo 1B soient envoyés dans l'espace, se mettent en orbite autour de Skylab et montent à bord pour commencer leurs expériences. « 10, 9, allumage. » Aujourd'hui, 50 ans plus tard, aucune fusée n'est arrivée à la hauteur de Saturne V. Le moteur développe une poussée qui atteint 3500 tonnes. On sent les vibrations, on entend le grondement. Le lancement est en cours. On voit les lumières, les flammes et la fusée s'élève dans les airs. Et c'est le décollage. De ce point de vue, tout semble se dérouler parfaitement. À première vue, le lancement de Skylab grâce à la fusée Saturn V semble être une réussite. Alors que Skylab entre dans l'orbite de la Terre et que les équipes de la NASA actionnent les dispositifs électriques présents à bord de la station, un problème de taille apparaît. Les premières données des capteurs n'ont aucun sens. Les choses qui devraient se passer ne se passent pas. Ils sont censés recevoir un signal indiquant que le système électrique génère de l'électricité et ils ne reçoivent rien. Les conditions thermiques sont mauvaises. La température à l'intérieur de la station spatiale n'est pas celle attendue. À ce stade, ils avancent à l'aveuglette. Ils savent qu'ils ont une station spatiale en orbite et qu'elle ne fonctionne pas bien, mais ils ne savent pas pourquoi. Et ils ne comprennent pas ce qu'il s'est passé. Ils passent non pas au mode d'évaluation, mais au mode gestion de crise. On a envoyé un oiseau blessé en orbite, qu'est-ce qu'on fait ? Une imagerie satellite est réalisée pour déterminer la cause de ce grave échec et les résultats révèlent rapidement l'origine du problème. En gros, on conçoit Skylab pour qu'il aille en orbite autour de la Terre, où la température est extrêmement élevée. Et on parle ici d'extrêmes qu'on ne connaît pas sur Terre. Quand le Soleil chauffe et qu'il n'y a pas l'atmosphère de la Terre pour vous protéger, vous êtes exposé à plusieurs centaines de degrés. Skylab avait besoin d'un bouclier thermique pour se protéger des rayons solaires. Le bouclier anti-micrométéorite est un fin revêtement métallique flexible qui enveloppe l'extérieur de la station spatiale Skylab. Pendant le lancement, alors que la fusée s'élève dans l'atmosphère, du vent s'engouffre entre le bouclier et la structure de la fusée. Le flux d'air pénètre par des ouvertures à une extrémité du tunnel auxiliaire.
provoquant une pressurisation interne qui entraîne le déchirement du bouclier. Comme pour la plupart des missions dans l'espace et la station spatiale actuelle, Skylab tire son énergie du Soleil, captée par des panneaux solaires et transformée en électricité. Skylab était équipé de 2 panneaux solaires très similaires à ceux que l'on voit sur les toits des maisons, mais un peu plus chers, élaborés et efficaces. Ils étaient pliés sur les côtés de la fusée pendant le lancement et devaient se déployer une fois Skylab en orbite. Comme le bouclier métallique s'est arraché pendant le lancement, plus rien ne retenait les panneaux plaqués contre la fusée, et ils se sont déployés pendant le lancement. Imaginez que vous sortez la main par la fenêtre de votre voiture à 100 km/h sur l'autoroute. Prenez la pression que vous ressentez sur votre main, multipliez-la des centaines de fois et vous comprendrez en quoi c'était violent. L'un des panneaux s'est complètement arraché de la station spatiale pendant le lancement. Quand le bouclier s'est déchiré, un petit bout de métal s'est enroulé autour de l'autre panneau solaire et l'a empêché de se déployer. C'est une bonne chose, car le panneau n'a pas été arraché. Sauf qu'une fois Skylab en orbite, le panneau ne pouvait pas se déployer. C'est pour ça que la station spatiale s'est retrouvée en orbite sans la quantité d'énergie qu'elle était censée recevoir, avec un panneau solaire manquant et un autre bloqué. Alors qu'ils mesurent la gravité des incidents lors du lancement, les ingénieurs de la NASA ont plusieurs préoccupations. Premièrement, l'absence du bouclier anti-micrométéorite implique que Skylab n'a désormais aucune protection contre l'extrême chaleur solaire. La station spatiale risque de devenir trop chaude pour y accueillir des astronautes. Deuxièmement, si les panneaux solaires ne fonctionnent pas correctement, Skylab va manquer d'électricité, et c'est la mission tout entière qui risque d'échouer. Le plan prévoyait que l'équipage décolle le lendemain. Les astronautes pensaient que le lendemain matin, ils décolleraient pour l'espace. La question était, la mission peut-elle encore être sauvée? Est-ce que c'est terminé? Est-ce qu'il y a encore un espoir? Une immense équipe s'est mobilisée et a imaginé des sorties extravéhiculaires. Les spécialistes des questions de température se sont mis à travailler directement avec les contrôleurs de vol au centre spatial de Johnson. Ils travaillaient main dans la main. C'était une période très intense. Le centre de Johnson travaillait sur ce qu'ils appellent un parasol, à savoir un assemblage de bras articulés qui ressemble à un parapluie. L'idée de base, c'est que lorsque l'on va au soleil et qu'il fait chaud, on sort un parasol. Sur la plage, les gens se protègent avec des parasols. La solution initiale au problème était aussi simple que ça. Construire un parasol de plage pour l'espace. Il y avait un petit sas pour mener des activités scientifiques à l'extérieur de Skylab. L'idée était de l'ouvrir et de fixer un parasol dessus. Ce serait le nouveau bouclier thermique. L'autre moitié du groupe travaillait sur des solutions pour inspecter le panneau solaire à moitié déployé et, si possible, trouver un moyen de le déployer totalement pour qu'il produise de l'énergie. Je travaillais dans ce groupe. Les ingénieurs de la NASA décident que la seule solution est d'envoyer le premier équipage d'astronautes sur Skylab, dans le but de réparer le panneau solaire partiellement endommagé. Cette mission implique une dangereuse sortie dans l'espace, le long des parois extérieures, non conçue pour les astronautes et ne comportant ni poignée ni repose-pied. Ils n'auront aucun outil ou sangle spécifique, ce qui rend l'opération particulièrement périlleuse. Quand on a commencé à réfléchir à des solutions pour le panneau solaire partiellement déployé, ce qui venait à l'esprit de la plupart des gens, c'était qu'on n'avait qu'à attraper le panneau d'une manière ou d'une autre, tirer d'un coup sec et peut-être qu'il se déploierait. Un type qui conduisait pour aller au travail s'est dit que les ouvriers des lignes qui coupent des branches d'arbres pour dégager les lignes électriques passent leur temps à faire ça. Et si on les appelait pour leur demander comment ils se débrouillent? Il y avait une note sur mon bureau qui disait « Appelle cette entreprise de Centralia dans le Missouri. Ils fabriquent des outils pour les ouvriers de ligne, des outils pour couper, accrocher et attraper. » C'est exactement ce qu'on recherchait. Donc ils ont appelé une petite entreprise de Centralia dans le Missouri qui s'appelait A.B. Chance et qui fabriquait des outils pour les ouvriers des lignes. Finalement, un responsable commercial a pris l'avion avec une grosse boîte remplie d'outils. Il est arrivé à Huntsville, ils ont inspecté les outils et une idée leur est venue à l'esprit. Les imageries par satellite et une analyse attentive de la part de l'équipe
suggère qu'une sangle mal fixée s'est enroulée autour du panneau solaire, le maintenant attaché à la structure mais empêchant son déploiement. L'équipe de la NASA conçoit un plan pour réutiliser certains des mâts du bouclier thermique comme barre pour atteindre la sangle. Ensuite, à l'aide d'un coupe-câble fourni par A.B. Chance, les astronautes pourront couper la sangle avant d'attacher une corde à l'enveloppe du panneau solaire pour le forcer à s'ouvrir. Une fois choisis les outils adaptés pour la mission et après répétition de l'opération sous l'eau par les astronautes, l'heure est venue d'envoyer l'équipage dans l'espace. Presque 10 jours après la date initialement prévue, une fusée Saturn 1B est prête à lancer un vaisseau spatial Apollo pour la première visite humaine sur l'atelier orbital Skylab, avec à son bord les astronautes Conrad, Kervin et Weitz. Skylab 1 est en chemin. Ils se sont amarrés à la station spatiale sans savoir ce qu'ils allaient découvrir. Pete Conrad est allé jusqu'en bas. Il a fixé la corde. Il ne pouvait la passer que par un trou au bout du panneau. Et il a réussi à le relever. Ils ont tiré très fort sur la corde qui a actionné le coupe-câble et ils ont coupé la sangle. Lâche-le, lâche-le. C'est bon, je l'ai. Le panneau solaire s'est déployé juste assez. Dans la salle de contrôle, ils ont vu des ampères sur le panneau solaire, ce qui voulait dire qu'il captait des rayons du soleil et fournissait de l'énergie. Les astronautes peuvent enfin faire ce pour quoi ils ont été envoyés. 3 équipages sont partis. Le premier pour 1 mois, le deuxième pour 2 mois et le troisième pour 3 mois. En 1974, l'année suivante, le dernier équipage a terminé son travail sur Skylab, est retourné dans son vaisseau, a fermé la porte et est rentré sur Terre. La station spatiale a continué à tourner en orbite autour de la Terre. Pendant 5 ans, après le retour du dernier équipage, elle continue de graviter en silence et dans l'oubli quasi général. La dernière tentative de sauvetage de cette station spatiale à plusieurs millions de dollars consiste à envoyer une navette de la NASA sur Skylab avant qu'elle ne quitte l'orbite de la Terre afin de vérifier la station et la maintenir dans l'espace pour quelques années de plus, le temps que la NASA établisse un plan de retour. Il y avait une grande activité solaire. Le Soleil connaît des cycles d'activité de 11 ans et en fonction du cycle, cela provoque une expansion de l'atmosphère terrestre. Donc, les objets en orbite comme Skylab entrent en collision avec plus de particules atmosphériques et ça a suffi à ralentir la station spatiale. L'un des problèmes avec Skylab, c'est qu'il n'avait pas de propulseur, de moteur ou de commande de pilotage. Il avait des gyroscopes qu'on pouvait réorienter pour faire bouger la station autour d'un axe, mais on ne pouvait pas allumer les moteurs fusée et le propulser plus haut en orbite. Les Russes étaient vraiment perplexes parce que toutes les stations spatiales lancées par les Russes avaient ces propriétés. Ils ne comprenaient pas pourquoi les Américains n'avaient pas inclus cette fonction sur Skylab. Sans intervention, il est calculé que Skylab repénétrera dans l'atmosphère terrestre au cours de l'année 1979, soit 6 ans après le lancement. Personne ne peut alors évaluer les dégâts qui seront causés par sa désintégration lors de son retour. Une mission est en préparation pour sauver la Terre de l'impact de cet énorme tas de métal grâce au nouvel engin spatial de l'Amérique, la navette spatiale. Mais il reste une inquiétude. La navette arrivera-t-elle à temps? Le 5e vol de ce véhicule ne peut pas avoir lieu avant juillet 1980. Et personne ne sait à quel moment de l'année Skylab chutera. 85 tonnes pourraient créer un sacré impact. Le programme de la navette spatiale a pris beaucoup plus de retard que prévu. Des travaux s'organisaient pour élaborer un kickstage que la navette attacherait à Skylab afin de propulser la station spatiale plus haut en orbite pour une exploitation future. La navette n'est pas partie avant 1981. L'élaboration des moteurs principaux posait des problèmes. Les tuiles se détachaient, même la plus grande pression n'aurait pas pu provoquer ça. Skylab redescendait doucement vers la Terre et la NASA ne pouvait rien faire pour l'en empêcher. Face au retard du programme de la navette spatiale et à l'expansion de l'atmosphère terrestre qui attire Skylab vers la Terre plus tôt que prévu, la NASA craint les dégâts potentiels que pourraient provoquer 85 tonnes de métal déboulant vers la Terre à 120 000 km/h. Il y a une station spatiale dans l'espace qui commence à dater, qui n'est pas dans l'état où elle était lors de la dernière mission humaine à bord,
Et la seule chose que vous pouvez contrôler, c'est l'orientation de l'engin. Vous ne pouvez pas le déplacer de façon conséquente, mais vous pouvez le faire tourner ou pivoter. C'est votre seul pouvoir. Il faut donc prendre cette station spatiale de plusieurs dizaines de tonnes et la ramener vers la Terre avec le seul outil que vous avez, qui correspond plus ou moins à une calculatrice portable, et cette faculté de faire pivoter la station spatiale. Les derniers instants de Skylab requièrent une mission de contrôle très intense. Au final, l'engin chute dans l'océan Indien, avec des débris répartis dans la partie ouest de l'Australie jusque dans l'intérieur du pays. Skylab traverse l'atmosphère terrestre le 11 juillet 1970. Si sa désintégration n'a causé aucune perte humaine, elle entache cependant la réputation de la NASA. Un comité d'enquête est formé pour tenter de comprendre comment cette crise aurait pu être évitée. Les répercussions de ce désastre nous ont convaincus du fait que l'être humain était extrêmement utile dans l'espace. Cet épisode a forcé la NASA à se montrer plus intelligente et plus rapide. Les sorties extravéhiculaires faites pour Skylab ont changé la donne. Et si on regarde tout ce que la NASA a entrepris ensuite, que ce soit le télescope spatial Hubble qui fonctionne uniquement parce que des astronautes peuvent aller le réparer en cas de pépin, ou la Station spatiale internationale, on sait désormais qu'on peut passer du temps dans l'espace. On sait comment le corps humain réagit et ce qu'il faut faire si l'on compte rester non pas 1, 2 ou 3 mois là-haut, mais bien 6 mois ou 1 an. Je suis persuadé que Skylab est non seulement le fondement de tout ce qu'il s'est passé ces 30 dernières années, mais également de ce qui nous attend pour les 30, 50 ou 100 prochaines années. Avec l'avènement du tourisme spatial et la commercialisation de l'espace, je peux facilement imaginer des hôtels dans l'espace et des stations spatiales privées dans un futur proche. Il faut juste espérer qu'ils retiendront les leçons que les agences spatiales russes et américaines nous ont enseignées. À chaque fois qu'on parle de projets qui n'ont jamais été réalisés auparavant, on est confronté aux limites de notre compréhension. Le grand défi du voyage humain dans l'espace est de constamment chercher à connaître les choses qu'on ne connaît pas. Que l'on soit dans un avion, dans un vaisseau spatial ou sur un satellite, lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, il incombe aux ingénieurs, aux pilotes et aux astronautes d'effectuer des corrections rapides et pertinentes. Sur Skylab, certaines décisions prises dans l'urgence ont permis de sauver le projet d'un échec prématuré. Les ingénieurs de la NASA, les astronautes et les entreprises civiles ont joint leurs efforts pour trouver une solution de sauvetage viable et rapide. Lors du vol 447, malheureusement, des décisions immédiates mais non adaptées ont mené l'avion à sa perte. Si les pilotes n'avaient tout simplement rien fait, l'avion aurait continué son vol. Les capteurs givrés auraient retrouvé un fonctionnement normal et les passagers auraient atteint leur destination. L'amélioration des statistiques en matière de sécurité de l'aviation prouve que l'automatisation ne pourra jamais totalement se substituer aux capacités cognitives essentielles requises lors de situations extrêmes. Il en va de la responsabilité des ingénieurs, des concepteurs et des pilotes de trouver un équilibre entre l'action humaine et l'automatisation pour assurer la sécurité dans nos ciels.